superviser les couvertures médiatiques des mesures diversement interprétées qui suscitent controverses et amalgames dans le milieu de la presse. Pour édifier l'opinion, le ministre porte-parole du gouvernement a apporté des précisions par rapport à ces mesures. Communiqué du gouvernement. Depuis un certain temps, une certaine presse entretient sciemment la confusion à propos des autorisations de reportage ou des réalisations de documentaires de type journalistique au Niger. En vérité, de quoi s'agit-il? Dans le souci d'encadrer la couverture médiatique, à l'image de ce qui se passe dans d'autres pays, le gouvernement a fait adopter le 8 mai 2020 un décret fixant les conditions de réalisation de reportage ou de tournage de documentaires de type journalistique au Niger. Un arrêté d'application a également été pris en date du 8 juillet 2020. Contrairement aux affirmations de cette presse, les deux textes ne concernent pas que la presse étrangère. Ils concernent également la presse nationale, les ONG et associations internationales représentées au Niger, les agences de communication et agences de voyage. Il convient de préciser que les reportages relatifs à l'actualité ou à tout autre événement digne d'intérêt, à l'exemple des élections qui se préparent dans notre pays, ne font l'objet d'aucun paiement. Surtout que ces événements ne sont pas organisés à l'initiative des journalistes. Pour preuve, 2 autorisations de reportage pour couvrir les élections au Niger ont déjà été livrées le jeudi 3 décembre. L'une à RFI et l'autre au journal français Libération. Cependant, lorsqu'un journaliste, un réalisateur ou un producteur d'émission, à sa propre initiative, introduit une demande d'autorisation de tournage d'un documentaire ou d'un reportage sur, par exemple, la faune et la flore au Niger, les réalisations du ONG ou sur une institution quelconque au Niger, des frais sont requis. Les montants perçus sont presque intégralement reversés au trésor public à hauteur de 90%, les 10% revenant au ministère de la Communication au titre de frais de traitement de dossiers. Il faut mentionner que ces types de tournages sont souvent revendus à des chaînes internationales. Par conséquent, il est tout à fait normal et légitime que notre pays en tire des droits. Je vous remercie. Une délégation de haut niveau conduite par le ministre d'État, ministre du Pétrole, représentant le Premier ministre, était ce matin à Difa pour s'inquiéter de l'évolution des chantiers de Difa-Ngala. À l'issue d'une réunion de concertation, tous les acteurs sont accordés sur la nécessité du report des festivités. Nous y reviendrons dans quelques instants. Cela dit, sous l'égide du Conseil supérieur de la communication et sous la supervision des ministères de justice, il a été procédé au tirage au sort déterminant l'ordre d'enregistrement, de montage, de diffusion ou de publication des messages, déclarations, meetings, des campagnes, des candidats et des partis politiques dans les médias publics et privés pour les élections législatives du 27 décembre 2020. Ce tirage au sort s'est déroulé en présence des grands témoins et les représentants de 83 partis politiques en lice lors du passage des différents partis politiques avec Maître Amadou Tani Maboutari. Adel Foussa a choisi le numéro 54. CRPD sous 74. CPR Karama 34. Bena Mouma 82. IP RD Kambegomni 73. CNRDIA 22. MPJD Ancien Wata 76. PS Imani 37. RDR Djenji 17. RCPR Assalam 19. PRE Al-Houda 23. PPN Usawi 14. RDP Bazara 64. UDFP Sawaba 12. ANDD Moubarak 18. MPR Jambouria 7.
Force de l'espoir 50, MRSD Nassara 35, RSPA Didi 16, Modèle Fadouman Africa 8, ADP Jama'a 56, PPLFDA 4, RNDP Anema Banizumbo 9, LRD Jimiri 32, MPS Magama 2, ARD Adalji 3, UDR Tabat 15, PDP Anour 71, PJP Génération Toubara 59, MPN Kishen Kassar 81, PSD Basira 43, CPR Ngelchi 70, FAM Niger 58, Aden Karkara 1, Medan Falalan 44, PNDD Lassaf 80, IPNP Afwa 55, ANDP Zamalahia 79, BJD Hakika 78, Amen Amin 26, RNDP Akalkasa 60, PNC Mouloura 65, UDSR Mataba 62, SDR Sabouad 45, Gayazabe 47, PNDS Taria 39, ADR Mahida 72, RPP Farila 57, RSD Kaskia 30, Rana 69, CDPSG Objega Mankasa 33, Ray Yuguri 46, DPPN Tabia 5, MCC Atiki 63, MPP Monatari 75, IDSN Talaka le bâtisseur 68, APP Abinkay 13, MDR Tarna 10, RSD Lambaka 11, APP Lalé 29, Mobat Kamzaki 77, CNP Tauseye Halouma 66, Daraja 27, FPJD Ilsani 6, Nigérina 51, RDI Djedon Kassa 31, NGN Malam 42, CDS Sahama 61, ADD Zakara 1, PGN Jamoula 24, Indépendant Adam 41, Indépendant Assad 21, Indépendant Noma Permou 25, Indépendant Sabta 83, CDP Mahababikoum 52, RSD Damona 40, Modèle Maïkata 38, MJDD Inchem 36, UNI 28, Mouvement pour la République, Tout pour la Nation 67, ADP Zoumounchi 49, PNP Abraka 48, et enfin IPDP Chamon 53. Reste toujours dans le registre des élections pour noter que le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme organise un atelier de formation sur le respect des droits de l'homme en période électorale à l'intention des journalistes et des acteurs de la société civile. Le mobile de cette formation est d'outiller ces acteurs clés pour des élections apaisées au Niger. C'est le président du Conseil supérieur de la communication qui a donné le coup d'envoi de cette session de renforcement de capacité, le point avec Maria Madakou et Hassan Moussa. Les périodes électorales un peu partout dans le monde constituent des moments susceptibles d'entraîner des tensions et engendrer dans certaines circonstances des restrictions, voire des violations des droits de l'homme. C'est donc partant de ce constat pas trop agréable que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme a initié et organisé cette session de formation à l'intention des médias et organisations de la société civile nigérienne.
L'activité qui nous réunit aujourd'hui constitue la contribution du Haut Commissariat aux droits de l'homme à l'organisation d'un processus électoral apaisé, démocratique et respectueux des droits de l'homme. Elle vise comme objectif principal le renforcement des capacités des médias et organisations de la société civile afin de les outiller sur le respect des droits de l'homme en période électorale et d'éviter les violations et les discours incitant à la haine et à la violence. L'un des résultats attendus de cet atelier est la mise en place de réseaux des médias et OSC nécessaires pour la surveillance du respect des droits de l'homme pendant le processus électoral et renforcer la collaboration pour une meilleure stratégie d'intervention en matière de promotion et de protection des droits de l'homme. Au Conseil supérieur de la communication, cette initiative du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme est saluée à juste titre. Je me réjouis avec vous de l'initiative prise par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme d'organiser cette formation sur le respect des droits de l'homme en période électorale des médias et organisations de la société civile dont le rôle est crucial pour la tenue d'un processus électoral apaisé et respectueux des droits de l'homme. De plus en plus, les médias font face à de nombreux défis, non seulement de par leur profession, qui consiste à donner l'information et la bonne information, mais aussi à cause de la complexité de certaines situations et la nature de certaines informations. Bien que le professionnalisme s'avère nécessaire pour pouvoir gérer certaines informations, la maîtrise du cadre international relatif aux droits de l'homme et des mécanismes internationaux des droits de l'homme est importante pour pouvoir apprécier le contexte et l'angle de l'information que l'on diffuse. C'est pourquoi je vous exhorte à suivre attentivement les exposés qui vous seront présentés durant ces 2 jours d'atelier afin d'avoir une compréhension claire des enjeux et défis du respect des droits de l'homme au contexte électoral, ainsi que vos rôles et responsabilités, particulièrement dans le cadre des élections. À noter que ce sont plusieurs modules se rapportant à la charte et conventions relatives aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales qui seront enseignés à ces organisations de la société civile et journalistes pendant les 2 jours que durera l'atelier. Le Conseil des Nations Unies pour le développement PNUD a offert un lot de matériel composé de masques et de thermomètres. Le PNUD réitère ainsi son engagement à travailler aux côtés de la Commission électorale nationale indépendante CENI pour la préservation de la COVID-19. Résumé avec Hawa Mamoudou et Habib Abdelrahman. Pour la énième fois, le programme des Nations Unies pour le développement PNUD réagit en offrant un important lot de matériel à la CENI pour d'éventuelles protections contre la COVID-19. C'est ainsi que le PNUD a pensé de faire ce geste très modeste pour présenter à la CENI un lot de 2000 masques de protection faciale, 6000 masques de type N95 avec respirateur et 1000 thermomètres. Je ne saurais donc terminer mon propos, Monsieur le Vice-président, alors que nous sommes à moins d'1 semaine des élections régionales et municipales, de vous souhaiter un franc succès pour la réussite des élections et la protection contre le Covid-19. En réceptionnant ce don, le vice-président de la CENI a affirmé que ce don vient à bon nommer et ce geste dénote la détermination du PNUD aux côtés de l'État pour lutter contre cette maladie, afin que ces élections se fassent en respectant les principes des mesures barrières édictées par le gouvernement. La CENI est honorée de vous recevoir à nouveau ce matin dans nos locaux à l'occasion de la cérémonie de remise du matériel de protection contre la COVID-19. Ce que je voudrais maintenant relever de façon singulière, c'est que bien que symbolique, ces gestes illustrent l'engagement total et l'attachement personnel de la représentante résidente du PNUD à la préservation de la santé des Nigériens en général contre cette pandémie. Le vice-président de la CENI a conclu que la CENI veillera au bon usage de ce précieux matériel. Le du Niger vient d'organiser à Tel Aviv une rencontre de renforcement des capacités des leaders et autres acteurs religieux sur la lutte contre le châtiment corporel des enfants dans les écoles coraniques et la violence basée sur le genre. Le résumé de cette rencontre avec Ousmane Sani Abdou et Adina Leklas.
La rencontre de Tillabéri, comme celle organisée avant, est la résultante d'un phénomène, hélas constant, dont sont victimes des enfants mineurs dans la plupart des campagnes, mais aussi dans nos villes. Il s'agit du châtiment corporel horrible et autres pratiques cruelles et avalissantes sur des enfants dans les écoles dites coraniques. Des pratiques on ne peut plus lâches, exercées très souvent avec la complicité de certains parents qui mettent injustement ces enfants à la disposition des prétendus marabouts. Ces pratiques cruelles et malsaines qui jouent avec notre temps doivent être bannies. Et pour ce faire, des responsabilités doivent être prises pour garantir à ces enfants protection et éducation dans la dignité. Ces enfants, pour la plupart, sans repère d'état civil, ne connaissant ni père, ni mère, ni affection parentale, paient des prix de leur innocence entre les mains des gens sans foi ni loi, encore moins une quelconque qualité d'enseignant coranique. Le secrétaire général du gouvernement Tillabéri ose espérer que de ces assises sortiront les voies et moyens qui permettent de mettre à l'abri de tout châtiment de violence basée sur le genre, les enfants apprenant des écoles coraniques et partant redorer l'image de ces dernières. L'État, pour sa part, apportera l'assistance et l'accompagnement nécessaires pour leur intégration et pour l'insertion de leur apprentissage. En effet, tout en vous rassurant qu'aucun acte de sévice ne peut être toléré et laissé impuni, des outils de droit comme la loi de l'orientation du système éducatif nigérien Lausanne, qui réserve par ailleurs une place de choix aux écoles non formelles, et la nouvelle loi portant stratégie de culte au Niger et autres textes réglementaires seront utilisés pour mettre fin à ces sévices. Le secrétaire général du gouvernorat a enfin demandé aux leaders et acteurs religieux ici présents de tirer le maximum d'enseignements de cette rencontre afin de les perpétuer dans leur mission de promotion d'une enfance saine. La ministre de l'Énergie, Mme Amadou Aïsseta, en compagnie du directeur général de la Nigélec, Khalid Alassane, effectue une tournée dans les régions de Zander, Maradi, Tawa, Dosso et Tillabéri pour constater les réalisations du gouvernement dans le domaine de l'énergie électrique. Le ressort de cette tournée est que d'importants investissements ont été faits dans toutes les régions du pays pour permettre l'accès à l'énergie électrique à tous les Nigériens afin que l'électricité soit un véritable moteur de croissance et de développement économique. Le point avec Ouattara Moussa. Les autorités de la 7e République, à travers le programme de la Renaissance du Niger et le plan de développement économique et social PDS 2017-2021, font de l'électricité un véritable moteur de croissance et de développement économique. La mise en œuvre de cette vision s'est traduite principalement par l'augmentation de l'offre de production et l'amélioration de l'accès à l'énergie électrique des populations, surtout en milieu rural. Dans ce sens, au cours de ces dernières années, la Nigérienne de l'électricité, la Nigélec, a réalisé d'importants investissements dans toutes les régions. Au titre de la région de Zander, les réalisations sont entre autres l'électrification de 85 localités, dont 16 communes et 69 villages, des extensions de réseaux électriques dans les villes de Zander, Méria et Gouré, qui ont permis d'améliorer la couverture du réseau et le raccordement de plus de 5000 clients à un tarif promotionnel et environ 4500 autres au tarif social. Plusieurs centres alimentés par les groupes diesel de façon discontinue ont également été raccordés au réseau interconnecté. Des travaux sont en cours de réalisation, notamment la construction de la ligne Soras-Tanout. Sur fonds propres, la Nigélec a prévu d'électrifier 5 à 6 autres localités dès le début de l'année prochaine pour un coût de 1,98 milliard de francs CFA. Au total, dans la région de Zander, au cours des 5 dernières années, c'est un montant de 42 milliards de francs CFA qui a été investi dans le domaine de l'énergie électrique. Du fait des potentialités et du dynamisme économique de la région de Maradi, il s'avère important que l'électricité soit mise à la disposition des populations en quantité et en qualité. C'est ainsi que des travaux d'extension ont permis, entre autres, d'améliorer la couverture du réseau électrique et de raccorder plus de 22 600 ménages avec l'électrification de 53 localités, dont 19 communes et 34 villages.
Le renforcement de la centrale de Maradi qui va passer de 4,8 à 7 MW et la construction d'une usine de fabrication de poteaux sont en cours. Dans le cadre de son programme d'électrification rurale, la Nigélec a prévu d'électrifier sur fonds propres 37 localités pour un coût de 1,25 milliard de francs CFA. Avec le soutien des partenaires techniques et financiers et sur fonds propres de la Nigélec, 27 milliards de francs CFA ont été investis dans la région de Marat. D'importantes réalisations ont également été faites dans la région de Tawa et d'autres en cours afin d'augmenter l'offre de production et d'améliorer l'accès à l'électricité. Il s'agit entre autres du renforcement des extensions du réseau électrique, le raccordement au réseau interconnecté des centrales isolées de Tchindabaraden et de Kao, assurant désormais une alimentation continue dans ces deux localités. La construction d'une centrale solaire d'une puissance de 7,5 MW et l'électrification de 84 localités, dont 6 communes et 78 villages. Ces réalisations ont permis d'améliorer la couverture du réseau électrique et de raccorder plus de 27 200 ménages au cours des 5 dernières années. 81 autres localités seront électrifiées au cours du premier semestre 2021 par la Nigélec sur fonds propres pour un coût de 3,4 milliards de francs CFA. Au titre du programme de la Renaissance volet énergie, la région d'Ottawa a bénéficié de 40,2 milliards de francs CFA. Des investissements, la région de Dosso en a aussi bénéficié ces dernières années, d'autres en cours et d'autres à venir pour l'accès à l'énergie électrique. Il faut ainsi noter l'électrification de 40 localités, dont 9 communes et 31 villages. L'installation de 3 transformateurs au poste de Dosso qui a significativement contribué à améliorer le système d'approvisionnement de la région et le raccordement au réseau interconnecté des centrales isolées de Koigolo et Djundju en alimentation continue. Ces investissements ont permis de raccorder au réseau électrique plus de 18 200 ménages. En chantier, il faut retenir la construction de la ligne Dosso-Gaya, le renforcement et la prolongation de la ligne Dosso-Berni-Mangou jusqu'à Falmay et Bumba. Par ailleurs, 790 millions de francs CFA sont prévus par la Nigélec pour électrifier sur fonds propres 30 localités. Dans la région de Dosso, c'est un montant de 26,8 milliards de francs CFA qui a été investi par la Nigélec et ses partenaires pour l'accès des populations à l'énergie électrique. Au cours des 5 dernières années, l'accent a également été mis sur l'amélioration de l'accès à l'énergie des populations de la région de Tillabéri. C'est ainsi que 62 localités, dont 6 communes et 56 villages ont été électrifiés. Et la construction de 3 lignes de liaison, à savoir Lossa-Walam, Bonkoukou-Chikad et la ligne Gorubanda-Torodi-Makalondi, inaugurée très récemment, permet désormais une alimentation continue de ces localités au lieu de 8 à 12 heures par jour. Ces investissements ont permis le raccordement au réseau électrique de plus de 16 560 ménages. Par ailleurs, 1,110 milliards de francs CFA sont prévus par la Nigélec pour électrifier 33 autres localités. 22,6 milliards de francs CFA sur le montant investi dans la région de Tillabéri dans le domaine de l'énergie électrique. D'une manière générale, il faut retenir que la mise en œuvre de la stratégie nationale d'accès à l'électricité a bien démarré dans toutes les régions du Niger. Malgré l'immensité du territoire, la Nigélec, grâce à l'engagement des plus hautes autorités et au soutien des partenaires techniques et financiers, ambitionne très rapidement de permettre l'accès à l'électricité à tous les Nigériens. Tendance Covid-19 au Niger à présent, les résultats des examens virologiques de ce jour 7 décembre 2020 se présentent comme suit. 38 cas positifs sur 274 tests réalisés à la Covid-19, dont 14 cas de sexe féminin, 24 cas de sexe masculin. Ces cas positifs sont répartis comme suite. 29 cas au niveau de la région de Niamey, 1 cas au niveau de la région de Difa, 2 cas au niveau de la région de Tillabéri, 4 cas au niveau de la région de Dosso, 2 cas au niveau de la région de Tawa. Un décès enregistré à ce jour au niveau de la région de Dosso. À ce jour, sur 48 982 personnes testées, 1894 sont déclarées positives à la Covid-19, parmi lesquelles 1239 guéris,
78 décès, 567 cas actifs. En cas d'apparition des symptômes suivants, fièvre, toux, rhume, difficultés respiratoires, perte du goût et ou de l'odorat chez toute personne, 5 mesures sont à prendre. Évitez tout contact avec l'entourage, portez votre masque, évitez de toucher la bouche, les yeux, les nez, restez chez vous et téléphonez gratuitement au 15, évitez de voyager. Le gouvernement attire l'attention de la population au respect strict de ces mesures car le virus continue toujours de circuler au Niger.